vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. C'est un rôle qui intrigue, qui fascine ou qui choque. C'est selon celui d'avocat de la défense, comme le sont Maître Ronen et Maître Vett, les conseils de Salah Abdeslam, qui ont commencé cet après-midi leur plaidoirie dans le procès des attentats du 13 novembre qui touche à sa fin. Et c'est à ce rôle que l'on va s'intéresser avec l'invité de RTL Soir. Bonsoir, Maître Francis Villemain. Bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste. Vous avez défendu récemment Mehdi Nemmouche dans le procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles. Vous avez défendu le terroriste Carlos, mais aussi Maurice Papon dans son procès pour complicité de crimes contre l'humanité. On ne se demande pas à quoi on sert quand on sait que son client va être condamné. Alors, une précision, je n'ai pas défendu Mehdi Nemmouche pour le procès de l'attentat du musée juif de Bruxelles, puisque le procès a eu lieu en Belgique. Il avait des avocats belges. Il a été condamné à perpétuité avec ses avocats belges lors de ce procès en Belgique. Vous êtes son avocat en France. Je suis son avocat en France pour un procès à venir, l'année prochaine ou dans 2 ans, qui a à voir avec l'enlèvement et la séquestration en Syrie de 4 journalistes français à Alep. Voilà. Vous me posiez la question sur le point de savoir est-ce que on s'interroge sur le sens du rôle de l'avocat, voire l'utilité de l'avocat dans de tels dossiers. Bon, pour Nemmouche, on verra, c'est à venir. Il y a toujours des choses à dire dans un dossier sur la personnalité, sur les preuves, les déclarations contradictoires des uns et des autres, des victimes supposées ou réelles. Pour penser à Maurice Papon, oui, je crois qu'il y a une certaine utilité. On lui promettait la perpétuité ou 30 ans, il a pris 10 ans, et puis il est sorti au bout de 2 ans et demi. Et ça n'a pas été sans le rôle de ses avocats, Jean-Marc Varrot et moi-même. Donc je ne me pose pas un instant la question de l'utilité de l'avocat. Je sais qu'elle est réelle et qu'elle est essentielle. Maintenant, il y a parfois des dossiers qui effectivement sont des dossiers perdus d'avance. Je le reconnais, c'est-à-dire que la personne est coupable, toutes les preuves sont là. Peut-être l'admet-elle aussi, sa culpabilité. On sait qu'on va vers des peines spectaculaires et néanmoins l'avocat est là, c'est-à-dire qu'il a quand même une utilité, donner une certaine allure à un procès. Car pour qu'un procès ait une allure, soit digne, il faut qu'il y ait un accusé, une accusation et une défense. Et la défense, elle participe à l'architecture de la dignité d'un procès. Mais est-ce que vous vous fixez un objectif, par exemple, quand vous défendez ce genre d'accusé? Autrement, il n'y a jamais de victoire quand on est avocat de la défense dans ce type de procès. Eh bien, par exemple, dans le cas de Maurice Papon, je le répète, des avocats de la partie civile requéraient, puisqu'ils se sont permis de requérir la perpétuité, l'avocat général de l'accusation requérait 20 années. Nous battions pour l'acquittement, c'était l'objectif. On a échoué. Mais la peine s'est stabilisée à 10 ans. Donc notre objectif a été à moitié atteint, si je puis dire, intermédiaire entre les réquisitions et ce que l'on espérait, c'est-à-dire un acquittement. Dans d'autres procès, c'est pareil, on poursuit soit l'acquittement, soit lorsque ça n'est pas possible, et très souvent ça n'est pas possible, l'avocat n'est pas là pour faire acquitter un coupable. Ce n'est pas son but, ça peut arriver par accident. Mais face à une culpabilité évidente, le rôle de l'avocat peut consister à essayer d'atténuer, de faire en sorte d'atténuer la violence de la peine à venir. Et c'est ce que je crois font un certain nombre d'avocats dans le procès du 13 novembre. Ils essaient d'éviter la perpétuité réelle, comme on l'appelle. Est-ce qu'il faut nécessairement apprécier son client pour le défendre ? Je le crois. Je le crois. Je pense qu'il faut absolument tisser une relation humaine et personnelle. Mais tisser une relation et apprécier quelqu'un, c'est pas forcément la même chose. Moi, j'arrive pas à tisser des relations humaines avec les gens que je n'apprécie pas. Les gens que je n'apprécie pas ou que je n'aime pas, dans la vie professionnelle ou dans la vie amicale, je ne leur parle pas. Donc, les gens que je n'aime pas, je ne les défends pas. Vous avez déjà refusé des clients pour ces raisons-là? J'ai déjà refusé des clients dont la tête ne me revenait pas, dont les propos ne me revenaient pas. Peu importe leur crime, réel ou supposé, ça ne me gêne pas, car je suis avocat. Comme un chirurgien opère à cœur ouvert, moi, j'opère un cas criminel qui m'est confié. Donc, ça n'est pas l'enjeu du crime ou la gravité du crime qui me gêne. Ça, jamais. Être au sommet du code pénal, ça me plaît. Mais il faut que la personne, vous trouviez des moyens de l'apprécier un minimum. Ça ne veut pas dire que c'est votre ami, ça n'est pas votre copain, ça n'est pas quelqu'un avec qui forcément vous auriez envie de dîner à l'extérieur, hors les murs d'une prison. Mais que dans cette personne, on puisse néanmoins apprécier
quelques traits de sa personnalité. Sa culture, sa courtoisie, sa manière d'être. Il faut, pour tisser une véritable et authentique relation humaine, nécessaire en tout cas pour l'avocat dans la défense qu'il entreprend, il faut qu'il y ait ces éléments d'appréciation positive de la personne. Quelques éléments. Et c'est cela ensuite que vous allez chercher dans la plaidoirie ensuite à défendre et à présenter de votre client. Ça vous aide ensuite pour votre plaidoirie? Pas forcément. Ça peut aider, mais ce que l'on ressent humainement dans la relation tissée avec le client, aussi monstrueux entre guillemets soit-il, même si on rencontre jamais de monstre, vous l'avez compris, aussi sulfureux soit-il, cette relation humaine que l'on instaure, elle peut être utile et éventuellement transparaître au moment des plaidoiries, mais elle peut aussi rester secrète. Mais elle est néanmoins nécessaire pour travailler en harmonie, je dirais, sur un dossier pendant plusieurs années. Parce que pourquoi je préfère apprécier la personnalité de mes clients? Ce qui n'est pas cautionner leurs crimes ou applaudir à leurs méfaits, ça n'a rien à voir. Pourquoi je préfère les apprécier? C'est parce que quand vous défendez quelqu'un, ça n'est pas simplement quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, comme dans l'affaire du 13 novembre, au moment du procès d'assises. C'est pendant plusieurs années, parfois pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous continuez de voir ensuite vos clients? Mais d'abord, avant le procès, toute la phase d'instruction, les visites en prison, où vous côtoyez ces personnes pendant des dizaines, voire des centaines d'heures, lors de dizaines de visites. Donc, il faut un minimum apprécier la relation humaine avec la personne pour pouvoir supporter, dans les murs d'une prison, d'avoir des entretiens avec elle. Et puis ensuite, tout au long du procès, et ensuite, dans la phase post-procès, s'il vous confie des demandes d'aménagement de peine qui viennent un certain nombre d'années après. Et est-ce que la défense de ces accusés-là vous a coûté ensuite, entre guillemets, d'être prise à partie, comme ont pu l'être les avocats Maître Ronen et Maître Veth? Bien sûr. Des prises à partie, des menaces de violence par courrier, des menaces de mort, des choses comme ça. Encore aujourd'hui pour des procès lointains? Pour les procès lointains, non. Mais je pense que, par exemple, quand viendra le nouveau procès de Mehdi Nemmouche en France, dans 1 ou 2 ans, je recevrai des lettres ou des colibets ou des menaces de cette nature. J'en ai reçu pour Papon, j'en ai reçu pour Carlos, j'en ai reçu pour un certain nombre d'autres circonstances. Mais moi, personnellement, ça ne me gêne pas beaucoup. Je n'ai jamais déposé plainte pour ça. J'en fais des légions d'honneur. Je pense que c'est même l'odeur d'un avocat que d'avoir à résister à ces circonstances et à évacuer ce type de menaces pour assumer pleinement son rôle. Donc ça fait partie du jeu, il ne faut pas s'en émouvoir. En général, il n'y a pas de conséquences, vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas insulté dans la rue, parce qu'il y a aussi la contrepartie de tout ça. C'est qu'il y a quand même, dans des procès aussi durs, aussi sulfureux contre l'opinion, qui estime que vous êtes aux côtés d'un salaud, et donc que vous, l'avocat, vous êtes également un salaud, eh bien, il y a aussi la contrepartie positive, qui est que, à travers cet opprobre qui touche l'avocat également, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui finissent par vous aimer comme avocat, quant à votre attitude, et qui finissent par non plus vous adresser des lettres de menaces, mais des lettres de félicitations, voire vous choisir comme avocat, parce qu'ils estiment qu'au feu, dans des circonstances extrêmement difficiles, vous avez tenu la barre face à la tempête, c'est tout. Merci Maître Francis Villemain de nous avoir parlé de ce rôle des avocats, des accusés et de la défense au moment où les avocats de Salah Abdeslam ont plaidé aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Merci, je vous en prie. Dans un instant, les dessous de l'actu, et puis entre cinéma et musique dans Laissez-vous tenter dernière. A tout de suite. RTL Soir avec Marion Calais.